Face à Face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Et on va parler de droit, bien entendu, et de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Oui, et surtout, bonjour François-Henri Briard. Bonjour, cher André. On s'est ravis de vous recevoir à nouveau pour un problème qui aujourd'hui est presque devenu, il est devenu mondial. Car depuis quelques mois, pas nouveau, la liberté d'expression, comme on dit l'autre, c'est quelque chose qui s'use si on ne s'en sert pas. Et malheureusement, c'est depuis des millénaires, le pouvoir et la liberté d'expression, Antigone et Créon, n'ont pas toujours fait bon ménage, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, à l'heure des GAFAM, à l'heure de Instagram, de Telegram, de X, Twitter, etc., on a vu que ça s'exacerbait de manière exponentielle, je dirais. Et pour citer deux ou trois faits, que je rappelle à nos auditeurs, François-Henri Briard, d'abord Pavel Durov, le PDG de Telegram, une plateforme qui réunit quand même 1 million d'adhérents, voilà, arrêté. Et justement, on va en parler avec vous parce que il y a un problème à la fois judiciaire et technique qu'on ne comprend pas très bien. On sait les déboires, enfin, en tout cas, les oppositions qu'il y a eu entre Thierry Breton, le commissaire européen, enjoignant Elon Musk de surveiller effectivement ce qui se passait dans X. Sinon, il pourrait être interdit en Europe. On a vu l'affrontement avec le Brésil, avec le procureur Alexandro de Moraes, qui carrément a interdit effectivement X au Brésil. Et puis là, c'est une guerre des nerfs intéressante. Et enfin, on se demande là-dessus qui fait quoi, qui décide de quoi et comment ça marche. Et je rappelle le Digital Service Act. On va aussi parler de la charte dont on m'avait parlé au téléphone de François-Henri Briard. En 2 mots, est-ce que c'est simplement la technique qui a changé, la technologie, les réseaux sociaux mondiaux, ou est-ce que c'est l'antique combat qui se renouvelle entre effectivement ceux qui veulent censurer et ceux qui veulent s'exprimer? Alors, grande question, en effet, je voudrais dire à titre préalable peut-être 2 choses. D'abord, comme vous savez, la liberté d'expression dans l'histoire humaine s'est exprimée par des vecteurs. Et on a connu la presse écrite, et les Français ont inventé la grande loi de 1881. On a connu les radios, on a connu les télévisions, et depuis 25 ans, Internet, évidemment, constitue un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Internet a cette particularité qu'il est accessible, il est mondial, il est décentralisé et c'est une puissance d'expression que nous n'avons jamais connue dans l'histoire humaine. Ça, c'est une première. Tout à fait considérable. Donc, effectivement, Internet et les grandes plateformes constituent un enjeu majeur pour la liberté d'expression. Et tout cela est nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, André, ce sont les limites qu'il faut nécessairement apporter à la liberté d'expression. On le sait, aucune liberté publique n'est générale et absolue. Et nous savons qu'il y a des limites nécessaires. Bien sûr, j'ai parlé de la diffamation, de l'injure, du secret des affaires, de l'incitation à la haine raciale. Ces limites existent, on les connaît et il faut les moduler. Le particularisme de notre époque, c'est que tout ceci s'exerce à travers le concept de modération. Modérer, c'est limiter les excès. Et on retrouve ce concept de modération dans des législations nationales, aux États-Unis également, mais en Europe en particulier avec le paquet numérique que la Commission européenne a mis en œuvre, la législation numérique, le DSA et le DMA, on en parlera Digital Service Act. Digital Service Act et le Digital Markets Act. Oui. Et évidemment, cette question de la modération est tout à fait majeure.
est tout à fait majeur. Et puisque vous avez fait allusion à la lettre de Thierry Breton du 12 août 2024 adressée à Elon Musk, je rappelle quand même qu'Elon Musk a répondu à cette lettre par la diffusion d'injures issues de tonnerre sous les tropiques. Bon, c'était une réponse assez particulière, mais la lettre de Thierry Breton porte sur cette question de la modération. Et là, évidemment, tout est possible en matière de modération. Oui, parce que où mettons le curseur ? Voilà. Où mettons le curseur ? La modération n'est pas la même, évidemment, selon les cultures, selon les continents. Et il y a certainement, de ce point de vue, un danger pour la liberté d'expression. Je pense qu'il est important de faire la distinction, sans entrer dans les détails techniques de la réglementation européenne, il faut faire la distinction entre, je dirais, les grandes questions sur lesquelles tout le monde est d'accord et le reste. Oui. Les grandes questions sur lesquelles tout le monde est d'accord, c'est que, et c'est le principe de DSA, c'est que ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne. En ligne. C'est le grand principe. Et donc, évidemment, s'il est demandé à une plateforme de retirer ce qui se rapporte à la pédocriminalité, au terrorisme, à l'incitation à des actes criminels, au trafic de stupéfiants, je crois que tout le monde est d'accord, évidemment, il y a des normes pénales qui s'appliquent et tout ceci doit être retiré. Et je pense que les plateformes, la plupart des grandes plateformes font preuve à cet égard d'une conduite tout à fait exemplaire et remarquable. Bon. Mais il y a aussi un domaine qui est beaucoup plus flou, c'est la modération dans l'expression des idées. Et la lettre de Thierry Breton, évidemment, est sujette à discussion. Et on rejoindra tout à l'heure la position de Mark Zuckerberg qu'il a prise devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants. Si on parle de modération dans les idées, si on parle de modération dans le commentaire des événements, et notamment cette notion qui figure dans la lettre de Thierry Breton d'amplification des contenus dangereux, oui. Et de protection du citoyen, soi-disant. Enfin, voilà. Je suis désolé, mais l'histoire humaine n'est pas un long fleuve tranquille. Et les événements dangereux et violents, on en a eu beaucoup. Imaginez qu'Internet ait existé au moment de la Révolution française, vous imaginez que, bien sûr, les commentaires, et d'ailleurs, il suffit de se reporter à ce qui a été écrit à l'époque, ça n'était pas particulièrement pacifique. Et donc, c'est là qu'il y a un véritable problème. Il y a aussi un problème, et Mark Zuckerberg l'explique très bien dans sa lettre à Jim Jordan du 26 août 2024, ce sont les pressions. Les pressions qui sont exercées par les gouvernements sur les plateformes. Et le président de Meta explique dans cette lettre, qui est assez stupéfiante, explique qu'il a fait l'objet de pression au moment de la crise du Covid-19 en 2021, et qu'il a fait l'objet de pression également sur les affaires de la famille Biden. Du fils, notamment. Voilà. Et cette lettre est tout à fait remarquable parce que Mark Zuckerberg dit « Je regrette d'avoir cédé aux pressions. Je regrette d'avoir cédé aux pressions et je ne ferai pas de même dans l'avenir. » Et on voit donc, si vous voulez, que ce cercle de la modération a un contenu, je dirais, qui est consensuel, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions qui ne le sont pas. Et la liberté d'expression, évidemment, vous le savez, est un pilier de la démocratie. La Cour européenne des droits de l'homme le dit, c'est un pilier de la démocratie. Et alors justement, François-Henri Briard, justement, je voudrais rentrer dans des précisions, parce que ce que vous dites, effectivement, sur la modération, mais je dirais même dans la première partie où vous avez dit un peu il se conforme, etc. Est-ce que ce n'est pas à géométrie variable? Et je voudrais donner quelques exemples. On a parlé, donc on a dénoncé Telegram et Pavel Durov en disant vous laissez passer de la pédocriminalité, etc. Mais vous savez qu'il y a eu que Mark Zuckerberg, dont vous parlez, le PDG de Facebook, de Meta et d'Instagram et de WhatsApp, a été confronté
par et vous les connaissez bien, les sénateurs et les représentants américains, la Chambre des représentants, en disant, mais vous avez laissé sur Instagram des incitations énormes à la pédocriminalité. Et il n'a pas parlé de ça dans sa lettre, dans sa fameuse lettre, mais justement, la question est vraiment là. C'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas géométrie variable? On n'a pas censuré, on a censuré. On a fait pression sur Zuckerberg en ce qui concerne la politique. Covid-19, attention, exactement, vous ne touchez pas à ça, c'est pas bien pour notre politique. Et l'affaire Biden, mais on n'a pas touché sur Instagram et la pédocriminalité. Et deuxièmement, et la même chose sur que ce soit Pavel Durov et les autres. Est-ce que toute l'ambiguïté de la chose n'est pas... Et je crois qu'Elon Musk a très bien dit ça. Il a dit, au fond, ils ne veulent pas, ils nous disent qu'ils veulent censurer les paroles de haine. En fait, ils veulent censurer les paroles qu'ils haïssent. Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Parce que moi je veux bien, et la liberté, vous avez tout à fait raison, on va exclure les appels à la haine, on va exclure tout ce qui est en tout cas le racisme, appel au meurtre, etc. Bien sûr. Mais à côté de ça, on voit très bien l'ambiguïté d'un pouvoir, quel qu'il soit, gauche, droite, etc., qui veut évidemment que le public soit le moins informé des choses qui le gênent. Ce qui n'est pas là la question. Alors c'est une grande question que les libertariens approchent de la façon suivante. Je parle des libertariens parce que c'est un mouvement que je connais bien, très important aux États-Unis, et d'ailleurs vous le connaissez aussi, André, puisque vous m'avez accompagné à Washington, vous les avez rencontrés. Pour un libertarien, le fondement de l'État, le fondement de la puissance publique, c'est la liberté individuelle. Ça n'est pas l'intérêt général, c'est la liberté individuelle. C'est le fondement de la puissance publique. C'est le fondement des pouvoirs régaliens. Les pouvoirs régaliens existent pour sauvegarder la liberté de chacun. Et évidemment, c'est quelque chose qui introduit une perspective totalement différente et qui explique les réactions d'Elon Musk quand M. Breton veut lui donner des leçons. Oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une approche assez radicale, mais quand vous êtes libertarien et que vous considérez que la liberté individuelle est vraiment le fondement, évidemment, le curseur de la modération est beaucoup plus bas. Si l'intérêt général qui guide la modération est déterminé par, je dirais, sans aller plus loin, des élites dirigeantes qui ont une certaine idée de la culture ambiante, évidemment, le risque d'arbitraire est beaucoup plus important. En ce qui concerne Pavel Durov, vous avez parlé de géométrie variable. Alors, cette géométrie variable, elle s'explique tout simplement en raison du comportement différent des plateformes. Il est vrai. On va en parler, cher François. Justement, c'est intéressant. On va voir comment ça se passe dans les plateformes. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. Oui, bonjour. J'ai lu qu'on avait en moyenne 120 000 cheveux sur la tête. Oui, c'est vrai. Et donc ? C'est énorme. Et ça fait surtout 120 000 raisons de choisir un bon shampoing. Oui, et ça tombe bien, car du 3 au 14 septembre, pendant l'opération beauté, avec la carte, vous avez 50% de tickets Leclerc sur toute la gamme Elseve, shampoing, après-shampoing et soins. 120 000 fois merci pour l'info. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Aurillac. 101. Sud Radio. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Qu'est-ce qui ne va pas, Didier ? J'ai un mal de ventre qui ne passe pas, Cerise. Mais ici, impossible d'avoir un rendez-vous avant 10 jours. Alors je vais voir comment ça évolue. N'attendez pas pour consulter. Avec Groupama, vous bénéficiez de 6 téléconsultations par an pour vous entretenir avec un médecin généraliste à distance. Ça, c'est rassurant, Cerise. En plus, c'est 7 jours sur 7, sans avance de frais ni reste à charge. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupama.fr. Avant, je croyais que le don de sang, c'était surtout pour les urgences. Pour ceux qui avaient eu un accident, par exemple. J'ignorais que ça aidait des milliers de gens qui ont besoin de transfusion ou de Comment va-t-elle, monsieur ? À l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux mondiaux,
Eh bien, on en parle justement avec Maître François-Henri Briard, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justement. Et on était en train de parler des différences, effectivement, de plateformes avec ce qui s'est passé avec Pavel Durov, le PDG de Telegram, qui a été arrêté puis libéré sous forte caution. Alors, quelle différence, François-Henri Briard ? Alors André, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les règles sont les mêmes pour toutes. Les lois internes, la loi pénale française en particulier, la loi européenne aussi, le paquet numérique édicte un certain nombre de grands principes qui doivent faire l'objet d'une application générale. Je cite deux de ces principes qui sont importants. Le premier, c'est l'irresponsabilité des plateformes à raison de l'information diffusée et reçue. Ils ne sont pas responsables de l'information. C'est le principe, avec beaucoup d'exceptions. C'est le premier principe. Le second principe, c'est que les plateformes n'ont pas d'obligation générale de supervision de ce qui se passe sur donc leurs espaces. Néanmoins, le paquet numérique impose aussi aux plateformes un certain nombre d'obligations, et notamment celle de coopérer et de répondre quand il y a des demandes de réquisition, quand il y a des orders, des ordres qui sont émis par les autorités nationales. Et c'est là qu'évidemment les plateformes réagissent de façon différente. Ce qui explique cette géométrie variable dont vous parlez. La situation de Telegram, elle s'explique assez bien quand vous regardez les 15 chefs de l'information judiciaire ouverte contre monsieur Pavel Durov. Oui. Je rappelle qu'il a été interpellé en tant que représentant légal de Telegram. Oui. Quand vous regardez ces chefs de l'information judiciaire, il y en a, je crois, 6 ou 7 qui sont de la complicité. Et les autres concernent la cryptologie. On reproche à Telegram de ne pas être en situation régulière au regard des règles de cryptologie, des règles françaises, mais il y a beaucoup de complicité. Et cette notion de complicité, évidemment, elle est très discutable. Parce que si vous regardez ce communiqué du parquet de Paris, on réalise que Pavel Durov serait serait possiblement complice d'infractions extrêmement graves. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants, crimes en bande organisée. Je rappelle que Telegram, c'est à ce jour 950 millions d'usagers. Comment voulez-vous près d'un milliard, oui. Voilà, près d'un milliard. Comment voulez-vous que le représentant légal de Telegram puisse être regardé comme complice de l'infraction qui a été commise au bout du monde, dont il n'a évidemment pas la moindre idée, avec un chiffrage de bout en bout dont il ne connaît pas le contenu. Et je rappelle que la complicité par fourniture de moyens, c'est ce qui intéresse donc la situation de M. Durov. La complicité par fourniture de moyens, elle comporte un élément moral. Elle suppose que M. Durov ait été informé de ce qu'allait faire l'auteur principal de l'infraction et qu'il ait eu la volonté de le soutenir. Donc, la complicité, si vous voulez, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, ça ne tient évidemment pas la route. Il y a d'autres chefs pour lesquels M. Durov va devoir s'expliquer. Je pense que, encore une fois, pour tout ce qui concerne les contenus illicites, les plateformes doivent coopérer. Pour le reste, elles doivent être très fermes, je l'ai dit, sur ce qui relève de la liberté d'expression, des opinions et des idées. Il y a aussi un point qui est tout à fait fondamental, dont je voulais vous parler, André. Vous savez que Telegram comporte donc une messagerie interpersonnelle. Les gens échangent des messages, comme sur Signal, WhatsApp ou autre. Mais il y a également possibilité d'ouvrir un canal, de créer des chaînes et donc des mini-réseaux sociaux qui peuvent aller jusqu'à 200 000 membres. Ça peut être assez considérable. C'est presque une plateforme à elle toute seule, oui. Pratiquement. Et là, il y a des informations publiques. La modération, elle concerne encore une fois cette partie émergée de l'iceberg. La messagerie interpersonnelle, attention, parce que là, on est dans le secret des correspondances. Oui. Et vous l'avez mentionné. Oui. Voilà. Vous l'avez mentionné, en effet, le grand danger, c'est l'intrusion dans les correspondances personnelles. Et vous l'avez mentionné, et la Commission a conçu un projet qui, à mon avis, est extrêmement dangereux. C'est le chat control.
qui a été débattu par le Conseil européen et qui d'ailleurs n'a pas donné lieu n'a pas été voté puisque c'est quoi ce chart control? Alors le chart control a des finalités qui sont évidemment tout à fait louables, c'est de lutter contre la pédocriminalité. Mais les instruments seraient des algorithmes mis en œuvre par les plateformes pour aller rechercher dans les messages privés ce qui pourrait se rapporter à la pédocriminalité. Les termes utilisés, des photos, bon. Et là, évidemment, vous imaginez bien sûr, en soi, c'est hautement condamnable. Mais vous ouvrez la porte, c'est la boîte de Pandore. Hein. C'est la boîte de Pandore. Imaginez, pour être très concret, si vous voulez, pour vos auditeurs, imaginez que demain, nous ayons dans les bureaux de poste un préposé d'une agence de contrôle qui ouvre les lettres. En disant, tiens, M. Dupont a écrit à M. Durand, bon, on va quand même vérifier ce qu'il y a dedans. C'est évidemment impossible. C'est le secret de la correspondance, c'est le secret de la vie privée. Et là, il y a un véritable danger. Et alors justement, c'est très intéressant cette histoire de charte, parce que en fait l'enfer est pavé de bonnes intentions comme d'habitude. Exactement. On le sait, mais on a l'impression que justement on peut faire passer, encore une fois, quelle que soit la couleur politique du pouvoir en question, étant donné la complexité de la chose que vous connaissez bien, François-Henri, mais est-ce qu'on ne peut pas justement, et parlons-en et en général, est-ce qu'on ne peut pas, sous prétexte de dire attention, on va effectivement on va censurer telle chose, et comme vous dites, sur le plan des idées, on se dit mais bien sûr il faut faire attention. Est-ce qu'on ne va pas au fond? Est-ce que tout cela n'est pas on n'utilise pas la technique pour cacher la politique? Est-ce que tout ce dont on a parlé, que ce soit au niveau Musk, que ce soit au niveau sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre, est-ce que ce n'est pas politique d'abord? Encore une fois, nous avons une politique, nous n'avons pas envie qu'il y ait des alternatives où des gens parlent contre notre politique. On va pas le dire comme ça parce que nous sommes des démocrates et pas des censeurs, mais en fait, on va effectivement sévir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? Oui, alors il y a évidemment des enjeux politiques importants. Vous avez observé que l'interdiction, la suspension d'X au Brésil, a comme toile de fond quand même la tentative de coup d'État de Bolsonaro en 2023. Et comme par hasard, évidemment, cette suspension d'X intervient sur ce fondement. La même chose, on parlait de la lettre de Thierry Breton, j'y reviens, mais c'est quand même la perspective d'un débat entre Elon Musk et Donald Trump qui a donné lieu à cette mise en garde. Pourquoi Donald Trump? Oui. On peut évidemment se poser la question. Vous savez que Donald Trump, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, n'est pas populaire du tout dans les milieux dirigeants européens, en particulier à la Commission européenne. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, donc on peut se poser des questions qui sont très justifiées. Et la lettre de Mark Zuckerberg, évidemment, est très remarquable à cet égard parce que Zuckerberg parle bien de cette exigence de neutralité vis-à-vis de la politique. Mais alors, moi, la question que je voudrais vous poser avant qu'on prenne une petite pause, cher François-Henri, j'ai lu la lettre de Mark Zuckerberg comme vous, qui est vraiment très intéressante. Et on peut se demander, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que Mark Zuckerberg, comme par hasard, à 2 mois des élections américaines, décide non pas de faire amende honorable. Oui, en fait, quelque part, il fait amende honorable. Ah oui, j'ai subi des pressions. Effectivement, le FBI, la CIA, ils les nomment, m'ont demandé de surtout ne pas dire ce qu'il fallait dire, enfin, de dire ou les faits ou autres sur le Covid, et sur le laptop, le fameux laptop d'Hunter Biden. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'ici, à Sud Radio, en 2020, et c'est pas un scoop, hein. J'ai eu, moi, la totalité du contenu qui avait été publié du laptop. Dans un silence assourdissant des médias, on a été pratiquement les seuls, en 2020, je me rappelle, c'était en plein confinement du Covid, où on a fait 2 émissions que sur l'hallucinant contenu il y avait Burisma, les histoires avec l'Ukraine, je ne parle pas de la pédocriminalité, enfin, bon, peu importe. C'était assez glauque, bon. Et simplement, ce qui est étonnant, c'est que on en parlait aussi aux États-Unis dans certains médias, mais le reste, évidemment, rien. Et voilà que Zuckerberg décide de sortir cette lettre tout à fait extraordinaire,
Est-ce que, alors on ne va pas interpréter les intentions, est-ce que ce n'est pas parce qu'il se dit, bon, je vais montrer que je suis capable de reconnaître, serrer ma haie à ma discipline, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Est-ce qu'il n'y a pas un côté contrition là-dedans? Oui, c'est une lettre de remords et de reproche aussi. Et de reproche parce que vous parlez du laptop de Hunter Biden, le FBI avait dit à Zuckerberg à l'époque que c'était de la désinformation russe. Absolument. Bon, Zuckerberg, on s'est rendu compte après que c'était totalement faux. Donc effectivement, il y a des arrière-plans contre lesquels il faut lutter. Moi, je pense, si vous voulez, que pour la liberté d'expression, Internet est un enjeu formidable. C'est un vecteur extraordinaire et qui n'a jamais existé, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité. Il faut le préserver. Il faut que les consommateurs évoluent dans un environnement sécurisé, fiable, qu'il n'y ait pas de désinformation, ça, on est tous d'accord, hein, et que tout ce qui relève de la criminalité, des actions illicites, soit sévèrement poursuivi. Pour le reste, grande prudence. On va continuer à en parler avec vous, François-Henri Briard, et avec les auditeurs de Sud Radio. Et je rappelle le numéro de téléphone, André, 0826 300 300. Si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à appeler. Le standard est ouvert. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec François-Henri Briard, avocat à la Cour des comptes, j'allais dire. J'y vais de temps en temps. Ouais. Au Conseil d'État, à la Cour de cassation, oui. C'est les institutions. Ce sont les institutions. François-Henri Briard, justement, c'est très intéressant d'aller un peu, comme on l'a fait avec vous, au cœur de cette machine, de cette mécanique, effectivement, d'Internet, de l'information. Et c'est vrai que c'est la première fois dans le monde où on peut dire qu'il y a des milliards de personnes, je dis pas qu'ils sont toutes branchées, mais qui accèdent immédiatement à tout type d'information, y compris d'ailleurs les plus glauques, parce qu'il y en a effectivement de la désinformation, etc. Mais tout le problème, et je voudrais vous parler de ça, comme les rapports, on va faire un peu de philosophie, mais après tout c'est de la bonne philosophie, les rapports du droit et de la censure. C'est-à-dire qu'au nom de quoi tel ou tel pouvoir, encore une fois, quel qu'il soit, dit oui, parce qu'on censure toujours quand on est en démocratie. Les dictatures n'ont pas besoin, il n'y a pas de problème, mais ils ont cette facilité, eux. Mais les autres, et heureusement, on se pose des questions. Quel est le rapport, effectivement, entre le devoir d'interdire et la licence, au sens caprice du terme d'interdire? Alors, André, ce qu'il faut dire, c'est que la liberté d'expression est née à la fin du XVIIIe siècle pour mettre fin à la censure. Je rappelle que les Français ont inventé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été voté le 26 août 1789. Il faisait très chaud ce jour-là. Et les Français ont inventé ce principe pour mettre fin à la censure qui existait sous l'Ancien Régime. Rappelez l'article 11, je ne sais pas si vous l'article 11 de la Déclaration dit que chacun a le droit à la liberté de communiquer des idées et des opinions, hein, et que chacun peut imprimer, parler librement. Un mois plus tard, le premier amendement de la Constitution américaine est adopté. Nous avons précédé les Américains de quelques semaines, mais vous savez, les hommes qui ont rédigé ces textes, ce sont les mêmes. Hein. Voilà, c'était Lafayette, Jefferson et d'autres. Et donc, effectivement, la censure a précédé la liberté d'expression. On la voit revenir sous certaines formes à travers la modération. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les grands dangers de la modération, c'est la censure de certaines idées qui ne correspondent pas à un certain conformisme de la pensée. Et je crois qu'il faut vraiment lutter, et c'est votre travail, et c'est le travail maintenant, je dirais, de tous les êtres humains sur Internet, de ne pas céder au conformisme des idées. Et à un conformisme de la pensée qui s'impose notamment dans nos nations occidentales. Donc la censure, évidemment, est quelque chose d'inacceptable, mais elle ne doit pas réapparaître
sous une forme plus cachée, plus insidieuse. Alors justement, vous qui connaissez bien les États-Unis, vous y allez souvent, François-Henri Briard, quand vous expliquez qu'aux États-Unis, le premier amendement a une force beaucoup plus importante, apparemment, en tout cas, moi, l'impression que j'ai, que la liberté d'expression dans notre Europe. Oui, alors c'est une question culturelle. Vous voyez, c'est un peu comme le puritanisme qui se retrouve encore dans la vie américaine, malgré tout. Évidemment, la liberté d'expression, pour eux, fait partie nous disons en Europe que c'est un fondement de la démocratie. Pour eux, c'est presque un fondement de l'indépendance américaine. C'est un texte sacré, presque, c'est ça. Absolument. Et c'est le premier amendement. Je rappelle que en 1989, dans une affaire Texas contre Johnson, la Cour suprême des États-Unis a jugé que la liberté d'expression permettait même, ce qui aux États-Unis est tout à fait considérable, permettait même de brûler un drapeau américain. Ah oui, ils ont considéré que ça fait partie de la liberté d'expression. Alors que le civisme et le patriotisme sont des éléments fondamentaux de la vie américaine. Donc, effectivement, peut-être, je crois que nos cousins atlantiques ont une idée, en tout cas une formulation un peu plus élevée, différente de celle que nous avons pour la liberté d'expression. Ouais. C'est vraiment très intéressant parce qu'on voit à quel point, d'ailleurs, ils ne parlent que du First Amendment, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est un texte sacré, assurément. Ouais. Mais encore une fois, nous avons précédé les Américains dans cette formulation, et la formulation de l'article 11 est magnifique. J'y reviens un instant. L'article 11 dit que la liberté d'expression est l'un des biens les plus précieux de l'homme. C'est dire. Faudrait le rappeler, hein. Voilà. Faudrait le rappeler, le claironner, oui, parce l'un des biens les plus précieux. Effectivement, on devrait le rappeler de temps en temps. Est-ce qu'il y a aux États-Unis, là je reviens juste, est-ce qu'il y a, par exemple, une autorité, comme la haute autorité chez nous, là, est-ce qu'il y a une autorité, par exemple, de contrôle des médias, qu'elles soient télévision, radio ou Internet? Absolument, il y a des autorités de régulation, il y en a une ancienne pour les radios et télécommunications, mais il y a une autorité de régulation d'Internet aussi. Et bon, c'est quelque chose qui, comme chez nous, fait débat, assurément, notamment la question des limites de la modération, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, c'est le mot modération qui pose problème. Oui, effectivement, à quelle échelle, au-delà de quelles limites, etc. Avec un candidat à l'élection présidentielle qui aime bien les excès. Bon, enfin. Oui, en plus. Des deux côtés, là, aujourd'hui, en tout cas. Kamala Harris, d'ailleurs, nous attendons le débat Trump-Harris qui va être très intéressant. Absolument. Et dites-moi, François-Henri Briard, vous avez, dans votre carrière d'avocat, et Dieu sait si vous avez abordé des domaines et des sujets, est-ce que vous avez eu à traiter, vous, d'affaires concernant la liberté d'expression? Alors, nous avons eu à traiter de dossiers de cette nature, dont l'un est actuellement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, puisque l'ARCOM avait pris une décision qui, à l'égard de cette célèbre radio qui ne nous satisfait pas, et voilà, et en effet, et nous défendons ça devant la Cour des droits de l'homme et européenne des droits de l'homme, effectivement. C'est toujours intéressant. De toute façon, il y a alors, on va sortir un peu de cela, enfin d'Internet pour le moment, pour parler un peu. Je voudrais avoir aussi votre avis sur cette notion de. Alors, on s'éloigne évidemment, mais ça m'intéresse parce qu'on parle beaucoup de la justice en ce moment. Et on parle de la justice, je voudrais quand même avoir votre avis, à la fois d'ailleurs d'avocats et de citoyens, sur ce qui se passe, vous savez, par rapport à un certain nombre de faits assez tragiques, même plus tragiques, sordides et autres, d'attentats, de meurtres, etc., qui concernent des gens qui sont soit multirécidivistes, soit sous QTF, soit qui n'aurait pas dû être sur le territoire français, soit qui aurait dû être en prison ou ailleurs. Et on a vu récemment 2 ou 3 affaires extrêmement terribles, pour dire terribles, et qui fait qu'à chaque fois on se retourne, on dit alors le parquet quelquefois fait appel et on dit le juge de la liberté et des détention a laissé sortir telle ou telle personne, et à chaque fois, on le voit bien en France en ce moment, c'est devenu extrêmement fort, à chaque fois on dit mais on comprend pas qu'est-ce que c'est que cette justice, qu'est-ce qu'ils font. J'aimerais avoir votre avis là-dessus.
Oui, alors ces questions se rapportent à la politique pénale. C'est ça. À la politique pénale et qui est mise en œuvre actuellement. Mon appréciation de citoyen et de professionnel du droit sur la justice, c'est que globalement, qu'il s'agisse de la justice administrative ou de la justice civile et pénale, nous avons un système qui fonctionne plutôt bien. Je crois que nous avons besoin de moyens beaucoup plus importants, ça certainement. J'évoquais récemment la situation du tribunal de Nanterre, qui est catastrophique. Nous avons besoin de juges. Quand vous dites catastrophique, qu'est-ce qui manque? En termes d'effectifs, les délais de jugement sont de l'ordre de 4 à 5 ans à Nanterre, ce qui est invraisemblable, si vous voulez. On a besoin de moyens beaucoup plus importants. Il y a eu des efforts budgétaires, mais il faut faire davantage. Je crois aussi qu'il faut réconcilier les Français avec leur justice. Et il faut que... il y a du travail, là. Pardon. Il y a du travail. Il y a du travail, mais c'est l'autorité des décisions de justice qui doit s'imposer. Ouais. Et je pense qu'également la question de la formation est très importante, et notamment de l'instruction civique qui est donnée dès le plus jeune âge sur le système judiciaire français. Il y a enfin, c'est peut-être une ultime observation, je crois que nous avons des efforts également à réaliser pour avoir une justice plus indépendante. Je pense en particulier au statut du parquet qui devra évoluer. Il y a eu un projet de constitutionnalisation du statut du parquet, mais qui a échoué. Mais je pense que nous allons y venir. Et il faudrait enfin que nous ayons... Il devrait, juste pour bien comprendre, vous souhaitez que le parquet soit indépendant, soit tout à fait indépendant, ministère de la Justice, voilà, et notamment qu'il n'y ait plus de remontée d'informations, qui sont tout à fait discutables à mon avis. Et enfin, je crois ça nécessiterait évidemment une révision constitutionnelle, mais il faudrait que nous soyons dotés d'un pouvoir judiciaire, que la justice soit un pouvoir. Actuellement, elle n'est qu'une autorité. La Constitution dit nous avons une autorité judiciaire. Je pensais que c'est le troisième pouvoir. Mais non, ça n'est pas le troisième pouvoir, parce que nous avons beaucoup souffert, André, sous l'Ancien Régime, des parlements, qui faisaient la guerre au roi. Et donc, les révolutionnaires se sont beaucoup méfiés de la justice. On dit c'est une autorité, c'est la loi des 16 et 24 août 1790. Voilà, et donc ça serait une très bonne chose d'avoir en France un véritable pouvoir affirmé qui est respecté par nos compatriotes. D'accord. Et une dernière question là-dessus. Que pensez-vous du syndicalisme dans la justice, enfin de la syndicalisation? Ça pose aussi, c'est un problème qui est posé. Oui, alors... Est-ce qu'un juge devrait être syndiqué? Alors, personnellement, je respecte tout à fait les syndicats de magistrats qui peuvent exister à ce jour. Personnellement, à titre personnel, et j'ai beaucoup d'amis magistrats qui pensent la même chose, je pense qu'un juge ne doit pas être syndiqué. Pourquoi pour vous c'est l'indépendance, il doit être indépendant. Son indépendance de jugement. Vous savez, on parlait des États-Unis, vous avez rencontré avec moi ces juges de la Cour suprême. Imaginez un membre de la Cour suprême syndiqué. Bon, ce sont des hommes et des femmes qui ont leur propre philosophie juridique, leur propre équipe, leur pensée, leur autonomie, qui est incompatible avec une organisation comme un syndicat. C'est évidemment le sommet de la Cour suprême, mais je pense que oui, l'indépendance d'esprit, de jugement... Il y a des questions statutaires qui intéressent les magistrats et qui sont tout à fait respectables et qui peuvent justifier de se rassembler, mais je trouve que ça n'est pas une bonne chose. Il faut juger en son âme et conscience, on le rappelle. Voilà, et puis nous avons connu, je le dis quand même, en France, des dérives considérables de certains syndicats et de leur influence sur des décisions de justice. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. André Berkoff reçoit aujourd'hui dans le face-à-face Maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Liberté d'expression sur les réseaux sociaux, décision de justice incomprise, indépendance de la justice. Si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à appeler sur notre standard au 0826 300 300. Le standard est ouvert, on attend vos appels. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous sommes avec Maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Et nous avons Michel en ligne, Michel de Moselle. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour André Berkoff et Maître.
Voilà. Ma question est simple. Vous avez parlé de l'autorité judiciaire et d'un pouvoir. Effectivement, moi, j'ai dénoncé un complot contre l'état de droit depuis quelque temps qui concerne l'Association internationale des procureurs poursuivants francophones, qui empêche les procureurs de poursuivre. C'est-à-dire que vous avez des adhérents de cette association qui est son siège au ministère de la Justice. Et les procureurs qui ne poursuivent pas, finalement, sont membres et le dossier est facile. Ça permet en échange de services de ne pas poursuivre les dossiers. J'ai demandé la dissolution de cette association puisque le président, c'est M. Frédéric Febvre qui était à la cour de... Attendez, expliquez-moi, Michel, parce que vous voulez dire que le procureur ne poursuit pas, c'est-à-dire, et soyez plus précis, pardon. Voilà, donc il y a une association de procureurs poursuivants qui est son siège au ministère de la Justice à Paris. Oui. C'est présidé par Frédéric Febvre, qui était avocat général à la cour, à la cour d'appel de Nancy. Et quand je l'ai interpellé parce que j'avais les statuts, il était trésorier. Je disais, monsieur, vous pouvez pas, avec une association de 350 000 membres, avoir un budget supérieur à la cour d'appel que vous présidez. Il a dit non. Je dis, mais je peux le prouver. Et il a reconnu. Et après, maintenant, il est président. Et donc, en échange d'abandon des poursuites, il fédère 350 000 membres, donc des policiers et des avocats, à condition que ces gens interviennent dans les procédures. Et je peux le prouver. Et il y a une deuxième association qui gère tous les accueils justiciables en France, qui permettent d'étouffer, d'empêcher les dossiers d'être référencés. Alors écoutez, Michel, ce que je vous propose, parce que là, moi je veux bien, mais on va enquêter là-dessus, on va regarder, est-ce que vous pouvez nous envoyer à Sud Radio ce que vous avez, parce que j'imagine que vous avez les textes là-dessus, etc., et qu'on regarde ça. Hein? Bien sûr, pas de problème. Voilà, écoutez, vous l'envoyez à Sud Radio à l'adresse, vous avez l'adresse, vous nous envoyez le courrier et je vous dis, on va suivre ça, on va regarder ça pour voir comment on peut aller plus avant. Parce que c'est qu'on découvre. Voilà, merci. Merci Michel. Au revoir. Merci. François-Henri Briard, oui, on va regarder, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur la justice et sur ce qui se passe d'ailleurs un peu partout, mais quand vous parlez des moyens, effectivement... je crois que c'est un problème qui est très 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 général. Mais pour revenir à ce qu'on disait par rapport au pouvoir, moi je voudrais revenir là-dessus parce qu'on en a parlé un peu rapidement. Mais je voudrais que vous fassiez la distinction entre pouvoir et autorité. Vous dites la justice a de l'autorité, mais la justice n'est pas un pouvoir. Et pourtant, Dieu sait, alors je dis comme ça, Dieu sait si, pour les gens qui nous écoutent, le juge, c'est celui qui décide détention, liberté, amende, destruction de vie, etc. Donc ils se disent, mais attendez, le pouvoir, il est là. Alors, et peut-être précisons un peu là-dessus. Oui, alors vous avez tout à fait raison, bien sûr. La justice est un pouvoir en France en soi, mais j'évoquais la question de la terminologie qui n'est pas neutre, si vous voulez. En 1787, les Américains qui ont rédigé leur constitution à Philadelphie ont très clairement mis en œuvre les idées de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, qui en fait est l'équilibre des pouvoirs. Hein. Absolument. La séparation, c'est l'équilibre. Et ils ont parlé dans la Constitution américaine du pouvoir judiciaire. En 1958, nos pères fondateurs ont choisi le terme d'autorité, précisément... pour la Constitution gaulliste de 58. Dans la Constitution gaulliste, pour ne pas parler de pouvoir. D'accord. C'est une anomalie. Il y a une autre anomalie, puisque vous parlez de la justice, qui me paraît vraiment très importante et sur laquelle... étrangement, tout le monde est d'accord. Il est dit dans la Constitution que le président de la République est garant de l'indépendance de la justice. Mais ça n'est pas à l'exécutif, est un pouvoir d'être garant de l'indépendance d'un autre pouvoir. C'est juste. C'est vrai, quand je montre ça à des amis constitutionnalistes américains, ils ne comprennent pas. La justice est indépendante, doit être indépendante et impartiale par nature. De tous les pouvoirs, y compris de l'exécutif. Son indépendance n'a pas à être garantie par un autre pouvoir. Bien sûr. Puisqu'elle est supposée assurer l'équilibre. Voilà. C'est vrai, c'est intéressant. Comment ça se fait que M. Debré n'ait pas vu ça? Alors, il faudrait se pencher sur cette question d'archéologie constitutionnelle. Oui. François Berillard, merci. En tout cas, c'est
c'est très intéressant de se plonger là-dedans et nous allons revenir sur tout ça parce que tous les problèmes qui se passent avec Instagram, avec Telegram, avec tout cela ne sont pas finis. Et je rappelle effectivement que quelque chose de terrifiant qui est la pédocriminalité, on va en reparler dans Berkoff dans tous ses états bientôt. Il y a effectivement des sites et des plateformes qui continuent à laisser passer du matériel pédophile et pédocriminel et qui ne sont toujours pas condamnés. Et là, voyez-moi qui suis pour une liberté vraiment immense. Là, c'est pas possible. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Merci François-Henri Briard. Merci André, merci Sud Radio. André Berkoff recevait aujourd'hui Maître François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation et au Conseil. Une émission que vous pouvez réécouter sur notre site Sud Radio.